Salut à tous et à toutes, c'est Vincent, donc bienvenue dans ce premier podcast d'Il était une fois la boxe, donc podcast qui sera lancé sur cette chaîne Box Attitude et comme vous vous en doutez, on va parler de Noblard. Donc dans un premier temps, je vous souhaite bonne année, puisqu'au moment où je fais ce podcast, on est encore en 2019, mais au moment où il va sortir, on sera sûrement déjà en 2020. Donc bonne année à tous, j'espère que vous avez pris des bonnes résolutions du coup. Et je tiens tout d'abord, avant de me lancer, quand même à remercier notre ami Jean-Charles qui a eu l'idée de ce podcast. Et surtout, je le remercie de sa confiance de m'avoir laissé l'animer et le diriger. Et je remercie évidemment tous les internautes qui nous suivent, enfin qui suivent la chaîne, surtout depuis maintenant pas mal d'années. C'est vrai que c'est quand même vous qui faites grossir cette chaîne et qui contribuez pas mal à nous donner de l'énergie. Et merci pour tout en tout cas. Et voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce podcast avant de me lancer sur le sujet. Donc, quel est l'objectif concret, comment ça va se passer. Donc, bon, vous l'aurez deviné, c'est un podcast qui va parler boxe. Alors, l'idée, c'est pas tellement de traiter de l'actualité de la boxe stricto sensu, parce que ça, notre ami JC le fait très bien dans ses vidéos. Et je vous rappelle qu'il a même un podcast maintenant avec Greg de Go Boxing News. Et d'ailleurs, très bonne chaîne Go Boxing News, je vous conseille de vous y abonner. C'est très intéressant. Et donc voilà, si vous voulez, à eux deux, ils traitent déjà pas mal l'actualité. Donc moi, mon but, c'est pas de vous reproposer un peu une redite de, même si je peux avoir un avis différent, c'est pas vraiment l'objectif de proposer des podcasts sur des sujets qui sont déjà faits. Moi, c'est plus l'idée d'aller chercher des sujets un petit peu l'histoire de la boxe, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'on peut dériver aussi sur l'actualité. Vous avez l'exemple là aujourd'hui, le sujet l'émergence des pays de la boxe, enfin des boxeurs de l'Est, l'émergence des pays de l'Est dans la boxe. Il y a toute une histoire derrière, mais je veux dire, c'est quand même un gros débat d'actualité actuellement. Donc vous voyez, ça peut rejoindre clairement l'actualité. Moi, ce que j'attends aussi, c'est de voir si déjà dans les retours, bon, si ce format vous plaît, si ce podcast vous plaît. Mais j'attends vos retours éventuellement. Alors déjà sur la partie technique, ça peut être le son que vous trouvez pas forcément bon. Ça serait bien de me faire des retours. Mais surtout aussi, l'idée, c'est de construire un peu ce podcast avec vous dans le sens où, pour l'instant, là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça sera vraiment un thème linéaire. Mais pourquoi pas à l'avenir faire des rubriques, comme il y en a. Moi, j'écoute des podcasts, je vois que certains fonctionnent comme ça, par rubrique. Donc ça, c'est à vous de me dire ce que vous préférez. On pourrait avoir, par exemple, 70% du podcast qui est consacré à un thème principal, et les 30 autres pourcents, ça pourrait être des rubriques. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi. On pourrait avoir l'anecdote du mois, parce que l'idée c'est de partir sur un rythme mensuel. Ce genre de choses, de réagir, pourquoi pas. Là, pour le coup, un événement d'actualité, je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi. Supposons au mois de mai, il y a le Cinco de Mayo, fête nationale mexicaine. On peut parler de la boxe au Mexique. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc moi, j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça. Si vous avez des idées à traiter, ça peut être intéressant. Moi, je suis ouvert à tout, même des idées de sujets, parce que bon. Il y a peut-être des sujets sur lesquels vous préféreriez qu'on aille, donc ça, voilà. Donc vraiment, j'attends vos retours à ce niveau-là. Donc voilà pour la présentation de ce podcast. Maintenant, écoutez, on va partir sur ce sujet. Donc comme vous l'avez vu, c'est l'émergence des pays de l'Est dans la boxe, et l'émergence des boxeurs de l'Est. Donc c'est un gros sujet parce que je pense que vous l'avez tous vu, ça fait quand même quelques années que quand on regarde les tops des catégories, on voit que de plus en plus, il y a des noms qui finissent en F ou en Co ou en Off. Il y a beaucoup de boxeurs russes, de boxeurs ukrainiens, des Kazakhs, des Polonais. On a vraiment beaucoup de boxeurs de pays de l'Est. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas forcément si on remonte par exemple 20 ans en arrière. C'était pas trop ça, et 30 ans en arrière, n'en parlons pas. Donc de voir comment en fait il y a eu cette émergence un petit peu des pays de l'Est dans le monde de la boxe, et surtout qu'est-ce que ça va générer derrière. C'est ça qui va être intéressant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au final, quand on parle d'émergence de pays, de l'Europe de l'Est dans la boxe, parce que dans ce podcast je vais vraiment parler
quand je parle de l'Est, c'est vraiment l'Europe de l'Est. Hein. Parce que j'ai envie de dire, on pourrait prendre toute la péninsule orientale, mais tout ce qui est l'Asie, par exemple, c'est pas vraiment une émergence. Hein. Il y a longtemps qu'ils sont représentés dans le monde de la boxe, hein. Que ce soit les Philippines, le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, ils ont beaucoup de champions et ça fait très longtemps, ça fait des décennies et des décennies qu'ils en ont. Moi, vraiment, là, je veux me centrer sur l'Europe de l'Est parce que c'est ce phénomène-là qui est nouveau. Et donc voilà, comme je le disais, c'est vrai que quand on parle de cette émergence, c'est pas complètement vrai parce qu'en fait, ça a toujours été un peu des terres de boxe là-bas. Alors, si on pourrait remonter peut-être loin les origines, hein, moi je ne les ai pas forcément toutes remontées, mais le plus loin que j'ai trouvé, plus ou moins, c'est que déjà, ça a commencé à être présent dès le début du XXe siècle. Hein. En 1904, on sait qu'en fait, on était encore sous l'Empire russe et en Russie, ben, il y avait les bolcheviks qui faisaient pas mal campagne. Et en fait, pour développer pas mal leur propagande politique, si vous voulez, ce qu'ils faisaient, ils avaient trouvé de cibler pas mal les clubs sportifs et plus ou moins les sports qui ne soient pas trop des sports côtoyés en fait par la noblesse russe. Et donc il y avait notamment, enfin il y avait plusieurs sports, mais notamment il y avait la boxe. Et c'est vrai que beaucoup de clubs de boxe étaient tenus, cadenassés par les bolcheviks un petit peu pour essayer aussi de faire passer leurs idées politiques. Donc ça, c'était même bien avant la révolution du coup de 1917. Alors quand il va y avoir effectivement la révolution de 1917, ou après, donc ben, ça va devenir la Russie communiste, et après donc l'URSS, ça je vous renvoie à vos livres d'histoire. Et bien évidemment, la boxe va être mise en avant, enfin comme beaucoup de sports, parce que souvent ces régimes, on le voit plus ou moins extrémistes, je dirais, entre guillemets, souvent ils misent sur ça, sur le sport ben, pour un petit peu se mettre en avant aussi et face un petit peu à tout ce qu'ils peuvent entraîner comme réaction au niveau mondial, et ben, ils cherchent un petit peu à vendre leur image aussi et à montrer que leur régime est le bon. Et ça peut passer par l'image du sport. Le sport, on l'a vu, ça a vraiment explosé avec le XXe siècle. Ça devient vraiment un outil politique, le sport, pour montrer un petit peu ben, sa supériorité. On le voit même encore aujourd'hui, que ce soit au foot ou ailleurs. Il y a beaucoup de propagande politique finalement derrière le sport et que ça vienne de n'importe quel bord politique d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de cultiver le sport un petit peu pour montrer sa puissance. Et ça, ben, évidemment, à l'époque, l'URSS, le bloc communiste l'a très bien fait. Il n'y avait pas que dans les années 20-30, on peut voir que les régimes fascistes ou nationaux-socialistes, ils faisaient de même. Il y a vraiment l'idée de se vendre avec le sport. Et la boxe était très prisée, notamment en URSS. Par contre, évidemment, comme vous le savez, ça s'est fait surtout en boxe olympique, en boxe amateur, parce que forcément, dans les régimes communistes, comme en URSS, le professionnalisme est prohibé. Voilà, on n'a pas le droit d'être professionnel, ça va plus ou moins pour eux à l'encontre en fait de la doctrine politique communiste de faire en fait ben, de commercialiser le sport en fait d'en faire quelque chose de mercantile. Pour eux ça va vraiment à l'opposé des valeurs du sport, donc du coup ça ne quittait pas le cadre amateur, c'était vraiment sur les rings olympiques. Et ça marchait beaucoup par contre parce que s'il n'y avait pas de professionnalisme, il faut savoir que l'État par contre investissait beaucoup là-dedans et il y avait des super structures d'entraînement pour la formation des boxeurs. Et donc les gars pouvaient s'épanouir vraiment, ils avaient vraiment de gros moyens pour s'entraîner et ça se voyait sur les rings olympiques très rapidement. Les boxeurs soviétiques, eh ben, ils vont cartonner, ils vont faire leur loi, quoi. Il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu un notamment qui a beaucoup marqué. C'était alors après la Deuxième Guerre mondiale encore, quand il y avait vraiment, alors là on entrait un petit peu en guerre froide, il y avait vraiment le bloc de l'Est, le bloc communiste, et il y avait notamment la Hongrie qui faisait partie de ce bloc communiste, et il y avait un boxeur en Hongrie qui s'appelait Laszlo Papp. Laszlo Papp qui était très très bon, très talentueux, et qui d'ailleurs en 1948 aux Jeux Olympiques de Londres va remporter la médaille d'or chez les moyens. Il la remportera ensuite en 1952 à Helsinki, donc dans la catégorie cette fois-ci des super welter, et puis en 56 à Melbourne à nouveau dans la catégorie des super welter. Donc 3 fois médaille olympique, 3 fois d'affilée, c'est un record qui n'a jamais été battu, qui a été égalé. Teofilo Stevenson et Félix Savon, qui sont tous deux des Cubains, ont égalé ce record, mais ça n'a jamais été dépassé. Et Pape, où il avait fait 3 fois d'affilée. Et c'est vrai que ce boxeur était exceptionnel, quoi.
on regarde son palmarès en amateur, c'est quand même 301 victoires, pardon, excusez-moi, sur 319 combats. C'est assez énorme, et c'est vrai que ça a impressionné beaucoup. Et du coup, il y avait un fantasme qui se disait, mais qu'est-ce que ça donnerait si ce gars-là, en fait, il passait pro, quoi. Quand on voit ce qu'il est capable de faire sur la ring olympique, il a le niveau d'un professionnel, et qu'est-ce qui se passerait s'il franchissait le pas, qu'il allait vraiment boxer en pro. Et au final, ça va tellement trotter cette idée que à la fin des années 50, eh ben, il va décider de franchir le pas, de passer pro. Alors, il ne pouvait pas le faire parce que, évidemment, dans son pays, en Hongrie, sous régime communiste, il n'avait pas le droit de passer professionnel. Alors, en fait, il s'est exilé en Autriche pour pouvoir passer pro. Voilà, on y a décerné une licence professionnelle. Et en fait, donc, il va faire ses premiers pas chez les pros. Et effectivement, comme prévu, ça va cartonner. Alors, il boxait vraiment en Europe. Il était cantonné à l'Europe. Et chez les poids moyens, il va cartonner. Il va faire qu'accumuler des victoires. Et il va notamment devenir champion du monde EBU, champion d'Europe, pardon, EBU face à Chris Christensen. C'était en 1962. Donc, il prend le titre européen. Et là, en fait, il a un tel niveau qu'on dit, mais il faut qu'il aille au titre mondial. Et à l'époque, le titre mondial des moyens est détenu par Joey Giardello, qui est un Américain, un Italo-Américain, qui était notamment célèbre dans le milieu pour avoir battu Sugar Ray Robinson. Alors, un vieux Sugar Ray Robinson, qui avait déjà la quarantaine, je crois, ou voire plus. Mais bon, un très bon boxeur, Giardello. Et on s'attendait vraiment à le voir faire vraiment à aller chercher ce titre mondial, Pape. Et en fait, il n'a pas pu l'obtenir parce qu'il était revenu en Hongrie. Et en Hongrie, on n'y a pas décerné de visa pour pouvoir aller aux États-Unis faire le combat parce qu'on ne voulait surtout pas qu'il aille boxer aux États-Unis. Et du coup, ce combat ne s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Du coup, il s'est retiré, Laszlo Pape, invaincu des professionnels. Voilà, ça a mis un terme à sa carrière professionnelle après ça. Il a été entraîneur de l'équipe olympique d'Hongrie, mais voilà quoi, sa carrière professionnelle a été brisée et c'est dommage parce que on pense que vu ses capacités, vu ses qualités pugilistiques, il sera allé chercher un titre mondial. Et d'ailleurs, c'est à la fin des années 80, si je dis pas de bêtises, qu'il a reçu, la WBC y a attribué un titre mondial à titre posthume, quoi, en fait. On dit, voilà, après des années, on a choisi de lui faire un titre honorifique. Du coup, effectivement, ça va, comme vous voyez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça reste, quand on est aux amateurs, la Zopap, ça a vraiment été l'exception qui confirme la règle. On peut voir qu'il s'intéressait beaucoup quand même, donc ces pays de l'Est, à la boxe amateur aussi via Cuba. Bon, c'était l'allié communiste, mais on peut voir qu'autour de Theophilus Stevenson, il y a eu beaucoup de personnalités aussi, des coachs, des préparateurs physiques qui venaient d'Europe de l'Est pour venir essayer vraiment de maximiser au maximum son entraînement. Alors après, ce qui va se passer, c'est à la fin des années 70, quand même, c'est la Yougoslavie qui va un peu ouvrir une brèche. C'est vrai que c'était un des pays, on va dire, les moins dociles du bloc communiste. Et eux, ouvertement, ont commencé à laisser leurs boxeurs passer pro. Ça a été le cas notamment de Marijan Benes, qui a été champion d'Europe EBU des super légers. Et on a eu aussi Mate Parlov, qui était d'origine croate, qui avait été médaillé d'or des 1000 lourds en 1972 au JO de Munich. Alors lui, il a été champion d'Europe EBU en 1976 et il a été également champion du monde WBC. Donc c'était alors la catégorie, je me souviens plus la catégorie, c'était un lourd léger, pardon, c'était un lourd léger contre Miguel Angel Coelho qui était un Argentin. Il l'a mis KO au 9e round en 78. Donc en fait, voilà, il est devenu champion du monde. Il n'a pas conservé son titre longtemps. Mais voilà quoi, premier en fait boxeur des pays de l'Est à décrocher un titre mondial. Donc après ça, ça va dans les années 80, comme vous le savez, il y a la présidence de Gorbatchev. Donc ça assouplit pas mal les rapports. Et de plus en plus, en fait, on commence vraiment à parler de professionnalisme dans la boxe dans les pays de l'Est. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'en 85 sortait Rocky 4, où vous avez ce fantasme où c'est au final Ivan Drago, le boxeur soviétique qui rase tout sur la ligne amateur, qui en fait passe le cap pour passer chez les professionnels. C'est assez marrant parce que dès la fin des années 80, on sait que Don King et Bob Arum, donc deux gros géants de la promotion en boxe historique,
ils se rendaient déjà, ils faisaient des allers-retours en Russie pour essayer de repérer en fait les futurs talents parce qu'on sentait que la professionnalisation allait arriver et qu'il allait avoir un marché là-dessus. Alors d'ailleurs, ils ont été un peu freinés à Rome et Don King, et on sait que les instances soviétiques n'ont pas trop aimé leur présence en fait sur leur sol. Bon, ils ont compris quand même qu'on allait vers ça, vers une professionnalisation, et qu'en fait, les Américains étaient déjà sur les dents pour se saisir du marché. Donc en fait, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils se sont dit, bon, c'est nous qui allons gérer un petit peu cette professionnalisation. Et en 88, en fait, les instances soviétiques ont accepté que les équipes olympiques, elles puissent en fait passer professionnelles. Mais par contre, il y avait des conditions. Il fallait que ce soit sous contrôle vraiment soviétique et que ce soit pas avec des promoteurs étrangers. Voilà, tous les Don King, les Bob Arum, les gros promoteurs américains, on voulait surtout pas ça parce que on voulait au contraire conserver ça. C'est normal et conserver le marché. On va commencer à voir justement ces boxeurs qui vont se professionnaliser. Pardon. Il y avait notamment Vyacheslav Janowski, qui a été médaillé d'or olympique à Séoul, qui lui est passé professionnel au Japon. On a eu aussi Andrei Rudenko qui est passé professionnel. Donc voilà, ça a commencé à se professionnaliser. Et puis alors après, évidemment, en 91, il y a eu l'effondrement du bloc de l'Est. Donc là, plusieurs pays ont retrouvé leurs frontières. Donc bon, il y a eu évidemment la Russie, la Pologne, l'Ukraine, le Kazakhstan, donc beaucoup de pays qui en fait ont retrouvé une certaine forme d'indépendance. Et on avait en fait l'occasion, ça y est, de s'ouvrir à la boxe professionnelle. Et c'est là que ça a vraiment commencé. Et je dirais que le premier boxeur qui a vraiment ouvert la voie, il n'est pas forcément hyper connu, c'était un boxeur russe qui s'appelait Yuri Arbatchakov. Yuri Arbatchakov, donc boxeur russe qui était chez les poids mouches et qui deviendra le premier boxeur russe champion du monde. Alors lui, il boxait tout comme d'autres avant lui, en fait, il boxait au Japon, voilà, essentiellement. Alors c'était un gars qui était typé asiatique, Arbatchakov d'ailleurs, et c'est vrai que dans sa catégorie, les poids mouches, c'était pas un mauvais choix d'aller au Japon parce que c'est dans ces pays-là où ces petites catégories tournent le plus. Et donc c'est là où lui va faire sa carrière et il va devenir champion du monde en 92 contre le Thaïlandais Muangchey Kittikasem qui est très, très bon boxeur thaïlandais qui avait notamment battu la légende sud-coréenne Jungkook Chang, et un très beau combat d'ailleurs que je vous conseille, c'était en 91 si je dis pas de bêtises, 90, ouais non 91 je crois, donc très beau combat à regarder au passage. Et voilà, Arbatchakov qui a régné pendant la plus grosse partie des années 90 sur les poids mouches à la WBC. Très très beau boxeur, Yuri Arbatchakov, honnêtement un des plus beaux poids mouches qu'on ait vu. Et il finira par s'incliner en 97 si je dis pas de bêtises contre notre Thaïlandais qui était Chaichai Sasakul, qui l'avait d'ailleurs battu auparavant. Arbatchakov, il avait infligé sa première défaite et là il a perdu le match retour. Et d'ailleurs ce Thaïlandais, pour la petite histoire, il ne va pas conserver son titre longtemps puisqu'il va le perdre dès l'année suivante contre un certain Manny Pacquiao. Voilà. Donc Arbatchakov, très grand boxeur. Dans la même période, on a eu un autre boxeur qui était très intéressant, qui est un petit peu connu en France parce que Mendy l'avait affronté. C'est Orzubek Nazarov, donc qui était lui du Kyrgyzstan si je dis pas de bêtises. Donc très très beau boxeur aussi chez les poids légers, très très beau boxeur qui boxait pas mal lui aussi au Japon. Vraiment une grosse qualité technique. Alors c'était pas très vendeur aux États-Unis, un petit peu comme Arbatchakov, il faisait pas beaucoup de combats. Ces boxeurs, ils étaient cantonnés dans ces pays asiatiques. Donc si vous voulez, ça explosait pas. Ça a beau être des talents. Alors en plus, c'était des catégories qui sont pas forcément les plus vendeuses. Mais ça ne prenait pas quoi. Je veux dire, ça s'exportait pas aux États-Unis. En Europe de l'Est, en fait, ils boxaient jamais. Ils étaient toujours dans les pays asiatiques. Il n'y avait pas un gros marché sur ces boxeurs-là, malgré leur talent. Ça va un peu plus s'ouvrir, par contre, en Europe de l'Est, dans ce milieu des années 90. Alors, notamment, un boxeur qu'on pourrait un petit peu considérer là-dedans, c'est Henry Masquet, qui était un Allemand, un Est-Allemand, donc un peu typé slave,
Et c'est vrai que lui a été une grande star, ce boxeur en Allemagne. Alors, il avait une boxe à l'allemande, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les boxeurs allemands, un peu comme un Felix Sturm. Souvent on dit que c'est des ordinateurs. Ils sont sans âme un peu, mais ce qu'ils font, ils le font très bien. Ils sont très techniques. C'est pas les boxeurs les plus excitants à regarder, à masquer, à aller voir ses combats. Faut aimer, faut aimer. Moi perso, je suis pas fan, mais je reconnais quand même que bel athlète, beau boxeur, qui a été champion du monde donc chez les mi-lourds. Il était champion IBF, si je dis pas de bêtises, ou WBA. Je vous avoue que je sais plus trop. Et bon, mais très bon boxeur en Allemagne, il était très populaire, mais il sortait pas de ses frontières. Il restait cantonné à l'Allemagne, donc il y avait pas un gros marché derrière. Alors si en Allemagne ça marchait, mais on le vendait pas ailleurs. Mais il a quand même eu une grosse opportunité, ce boxeur. C'est qu'il a fait venir à lui un Américain qui était Virgil Hill, un boxeur américain quand même connu, un grand boxeur poids mi-lourd, qui avait notamment été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 84. Il avait fait partie de la grande équipe américaine où il y avait Pernell Whitaker, Meldrick Taylor, Mark Breland, Evander Holyfield, tous ces gars-là. Il avait fait partie de cette aventure, Virgil Hill. Et c'est un boxeur qui en fait s'est retrouvé là parce que Virgil Hill il se vendait plus du tout aux États-Unis. C'est un gars, si vous connaissez ce combat, enfin les premiers combats étaient pas trop mal, mais c'est un gars qui après a trouvé vraiment, s'est fixé avec un jab du tonnerre et il jouait que sur ça. Tous ses combats c'était le jab, le jab, le jab, le jab et il gagnait au point. Et c'est vrai que c'était pas excitant et les Américains ont fini par le prendre en grippe ce gars et ils en voulaient plus. Donc on est allé lui faire faire des combats un peu. Il a combattu chez nous, notamment en France, contre Chioso, contre Fabrice Chioso. Et en fait, ce gars-là, après, s'est retrouvé en Allemagne contre Masqué. Et il a gagné, d'ailleurs, il a infligé à Masqué sa première défaite. Et il a unifié deux ceintures, la WBA et l'IBF. Et il s'est retrouvé, du coup, toujours en Allemagne contre un autre boxeur de l'Est, qui lui était un Polonais. C'était Dariusz Michalczewski. Donc très très bon boxeur ça aussi qui était invaincu à ce moment-là. Alors lui vraiment c'est le boxeur de l'Est typique, là un Polonais. Il a choisi d'aller faire sa carrière en Allemagne parce que il y avait des structures en Allemagne, c'était pas forcément le cas en Pologne parce que bon on se remettait quand même la Pologne avait été durement touché par toutes ces années politiquement, financièrement. Donc lui, il préférait aller faire sa carrière évidemment en Allemagne. Et il y avait un marché, pas un gros marché, mais un marché quand même sur lui. Ça a permis lui de devenir champion d'ailleurs WBO des mi-lourds. Et il a eu sa chance justement après masqué contre Virgil Hill pour l'unification de 3 ceintures. Et il a gagné, il a battu Virgil Hill et allez voir ça, un gros combat, une grosse performance surtout de Michalczewski. Parce que là, ce qu'il fait, c'est vraiment très fort. Et ce gars-là, peut-être le plus grand, enfin, ou un des plus grands, on en parlera après, boxeur polonais, parce que vraiment beaucoup de talent, Michalczewski. Et bon, c'est marrant, une fois qu'il a unifié les 3 ceintures, il y a quasiment de suite retiré la WBA et l'IBF. Ils ont immédiatement retiré le titre quasiment parce que ce gars-là restait cantonné à l'Allemagne. Et il n'était pas du tout vendeur aux États-Unis parce qu'on ne savait pas de quelle façon on allait vendre un mec comme ça qui est plutôt discret, qui n'est pas forcément hyper charismatique, enfin qui ne correspond pas plus ou moins au canon américain. Donc il est resté cantonné en Europe et ça a jamais. Il a régné encore pendant des années, mais il n'a jamais eu les gros combats qu'il aurait dû avoir. On parlait beaucoup de l'opposé face à Roy Jones Jr. à l'époque parce que c'était les deux meilleurs poids mi-lourds. Ils étaient invaincus tous les deux. Mais voilà, le problème c'est que il y avait aucun intérêt financier derrière pour Roy Jones à aller prendre un mec comme ça. Et même les promoteurs, c'est même pas Roy Jones lui-même, même les promoteurs ne voulaient pas de ce gars. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'en fait il y a une percée, mais en fait il y a pas un vrai marché derrière ces boxeurs de pays de l'Est à cette époque-là. Pourtant, il y a un autre Polonais qui lui se fait plus vendre aux États-Unis à la même période, c'est Andrew Golota. Andrew Golota, alors lui c'est un boxeur poids lourd. Qui a été prise en charge justement en fait. Alors lui en fait il a tenté le rêve américain d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé par l'Allemagne, il est directement allé boxer aux États-Unis et il a été pris en main en fait par Lou Duva qui était quand même un des plus grands managers et entraîneurs de l'époque. Et donc ça a pu l'aider déjà à décoller. Puis alors lui il avait un petit peu une boxe
que je dirais peut-être presque à l'américaine. C'était pas la boxe européenne classique comme un Michalczewski par exemple. Lui, c'était vraiment le cogneur Golota. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on le comparait un peu. Les médias américains, justement, se plaisaient à faire la comparaison avec le personnage d'Ivan Drago dans Rocky parce que c'était un géant Golota de 2 mètres ou 1,98 m, je sais plus exactement. Et ça cognait sec, ça cognait dur. C'était que des victoires, il y avait quasiment que des KO, donc vraiment très très impressionnant. Et Golota, franchement, lui, pour le coup, il avait commencé vraiment à faire une percée. Bon, ce qu'il a tué, ça a été, je pense, son comportement sur le ring. On a beaucoup parlé de Golota. Et bon, ses combats contre Bov, ça reste mythique, hein. C'est dommage, hein, parce que quand on voit ce qu'il fait contre Riddick Bowe, justement, techniquement, c'est fabuleux, mais il se met 2 fois en disqualification pour des coups bas répétés. Et ça y a coûté très cher à ce boxeur. Et au final, il n'a jamais pu décoller. Golota, ça a toujours été l'image du méchant, un peu du boxeur sale, que les gens en fait aiment voir perdre. Et bon, pour lui, il n'a jamais du coup réussi à décrocher un titre mondial chez les lourds. Donc ça a été un peu un gâchis Andrew Golota parce que ça aurait pu vraiment donner quelque chose. D'ailleurs, il est très populaire Andrew Golota en Pologne. Et moi, j'avais été surpris, à moitié surpris quand j'avais été en Pologne de voir qu'il est très populaire là-bas, Andrew Golota, même encore aujourd'hui. Mais ça aurait pu vraiment être un gros fleuron pour la boxe de l'Est. Mais il y en a eu un autre quand même ces années-là, à peu près dans la même période, qui était un Russe lui aussi, alors qu'il n'a pas choisi les États-Unis, il avait choisi l'Australie pour aller boxer. C'est pas forcément la meilleure des destinations, même si l'Australie, ils ont quand même donné des grands boxeurs, notamment à l'époque, il y avait eu quand même Jeff Fenech qui était énorme, il y avait Jeff Harding chez les mi-lourds. Et là, c'était un boxeur qui lui était super léger, alors boxeur au nom difficilement prononçable, Kostya Tszyu. Mais quel boxeur ce Russe. Je pense que certains s'en souviendront, dans les années 90, ce gars-là démontait tout sur les rings, hein, super léger. Donc il a commencé en Australie, puis après il est allé aux États-Unis, et il s'est pas trop mal vendu aux États-Unis lui par contre, parce que alors contrairement à Golota, c'était un boxeur qui avait une très bonne mentalité sur le ring, et puis quel cogneur. Par contre c'est un peu, moi il me fait un peu penser presque à un Golovkin avant l'heure, dans le sens où il est toujours très calme, c'est un gros puncher, un gros cogneur, il a un peu un visage d'enfant, il est très particulier ce boxeur, hein. Vous le voyez jouer avec son visage d'enfant, sa coupe là, sa petite tresse qu'il avait derrière là, qui fait qu'on le repérait rapidement. Et très rapidement, ce gars-là, effectivement, est grimpé dans les tops. Et il faisait déjà partie du top 10, toutes catégories confondues, vers le milieu fin des années 90. Il était vraiment, vraiment impressionnant. Chez les super légers, il a pris le titre mondial IBF. Et on pensait même le voir dans un super combat contre Oscar de la Hoya. Si ça s'était fait, s'il avait gagné, ce qui n'était pas fait, mais ce qui était possible, honnêtement, quand on voit les performances dont il était capable, ça aurait pu vraiment, alors là, faire la grosse percée, mais hélas pour lui, il est tombé sur un certain Vince Phillips, hein, un Américain, poids welter, je dirais, déguisé en super léger, qui a offert un gros combat et qui l'avait mis KO. Alors malgré ça, il a rebondi dessus derrière, il a fait d'autres gros combats. Alors il a repris la ceinture WBC, il avait battu Julio César Chavez dans un combat, alors un vieux Julio César Chavez, mais dans un gros combat. Donc ça a commencé à le faire vendre, et on se souvient aussi qu'il avait unifié les ceintures WBA, IBF en assommant notamment, en infligeant d'ailleurs sa première défaite à l'américain Zab Judah. Je vous conseille d'aller voir ce combat, ça dure que 2 rounds, mais quel KO il met le russe à Judah, c'est impressionnant. D'ailleurs bon, ça reste célèbre parce que juste après ça, Judah il pète un câble, il pète une durite sur le ring parce qu'il estime avoir été arrêté trop tôt, alors que quand on voit, allez voir les images, vous comprendrez pourquoi l'arbitre Jay Nadi l'arrête, hein, parce que franchement, il se prend un coup de massue, il cherche à se relever, il est complètement assuqué. Alors après, il est rapidement de nouveau, il retrouve ses esprits, mais là pour le coup, dans les 10 secondes du décompte, il est complètement assuqué. Ça reste, je pense, la plus grosse performance de Kostya Tszyu, ce gros KO. Et c'est un boxeur qui a continué à impressionner, il a unifié aussi avec la ceinture WBC, donc il était vraiment impressionnant dans le début des années 2000. Ça reste vraiment un des meilleurs poids super légers de tous les temps, et il gagnait par KO, il avait la façon. Et lui par contre a fait quand même un peu une percée aux États-Unis, même si ça n'a jamais été une superstar, parce que je pense que c'était pas dans sa mentalité aussi de faire ce que faisaient certains, beaucoup de trash talking. Alors à l'époque il n'y avait pas trop les réseaux sociaux, et c'était beaucoup du mainstream à la télé ou après les combats, mais lui vraiment
n'était pas dans cette attitude-là. Et bon, c'est pour ça que ça n'a jamais non plus vraiment décollé. Et bon, il est resté champion jusqu'à un duel qui est fabuleux d'ailleurs, comme en année 2005 contre l'anglais Ricky Hatton. Allez voir ça, vraiment spectaculaire. Et là, pour le coup, Kostiadjou s'incline. Ça a été son dernier combat d'ailleurs, je crois. Et ouais, vraiment gros combat. Mais lui, pour le coup, cet Australien du coup d'origine russe, enfin qui était né en Russie, quoi, vraiment, il avait eu la nationalité australienne pour aller boxer là-bas. Mais vraiment, ouais, lui, un gros phénomène qui a vraiment fait la personne des années 90 jusqu'au début des années 2000. Alors après, évidemment, les autres boxeurs qu'on a eu dans ces années 90, fin d'années 90, et que vous connaissez tous, c'est évidemment les Ukrainiens, les frères Klitschko, qui eux ont fait vraiment, ont vraiment été un fer de lance pour la boxe dans les pays d'Europe de l'Est, quoi. Alors déjà, gros palmarès amateur, médaille d'or aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, anecdote amusante, à la base c'était Vitali Klitschko qui devait faire les JO. Et en fait, il s'est fait choper pour prise de stupéfiants et du coup, il n'a pas pu participer. Et je crois que c'est à ce moment-là, c'était raconté dans le DVD sur les Klitschko où on leur a dit écoutez, on va vous envoyer un mec qui lui ressemble à Vitali pour le remplacer. En fait, ils lui ont envoyé le sosie, c'était son frère, du coup, Vladimir. Et c'est Vladimir qui allait prendre la médaille d'or chez les super lourds à Atlanta en 96. Ils ont fait la première soirée professionnelle dans la même année ensemble, les Klitschko. Vitali a marqué un KO au second et Vladimir un KO au premier. Donc voilà, après, il s'était lancé. Alors, ils boxaient en Allemagne. Donc, ils ont fait plus ou moins la même carrière qu'avait eu Dariusz Michalczewski, c'est-à-dire d'aller vraiment boxer chez les Allemands parce qu'il y avait les structures adaptées. En plus, l'Ukraine et l'Allemagne, il y a beaucoup de liens en fait, il y a beaucoup de jumelage. Donc, du coup, c'était facile pour eux et c'est vrai que là-bas, ils se sont super bien vendus. D'ailleurs, bon, ils étaient spectaculaires, franchement, à cette époque. Si vous regardez les palmarès, c'est que des victoires, que des KO, quoi. Pendant un moment, ils font vraiment le perfect pendant très longtemps. C'est Vladimir qui va tomber en premier. Il subit une défaite quand il est là-bas. Et après, bon, Vitali, lui, va devenir champion d'Europe, BU. Puis après, il prendra le titre mondial WBO, qui était mineur à l'époque, contre Herbie Hyde en Angleterre, qui était un gros boxeur, Herbie Hyde. Et Vitali va le sécher en 2 rounds. D'ailleurs, un peu étrange ce combat, vous irez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, après, Vitali, champion. Vladimir, lui, deviendra champion d'Europe. Et après, bon, c'est marrant, quand Vitali va perdre pour la première fois face à Chris Bird, il perd sa ceinture WBO en 2000. Et la même année, Vladimir va le venger, reprendre la ceinture. Et souvent, les Klitschko, si vous regardez leur carrière, ça a été pas mal, en fait. Souvent, le frère corrige l'erreur de l'autre. Par exemple, quand Vladimir, après lui, il a perdu sa ceinture contre Corey Sanders, derrière, il y a le combat entre Vitali et Sanders, et c'est Vitali qui met KO Corey Sanders. Donc voilà, donc c'est vrai que ils avaient en plus commencé dans les années 2000 à se vendre pas mal les Klitschko aux États-Unis, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient cartonné en Europe, parce que je vous rappelle, le premier titre que Vitali prend mondial, c'est en Europe, c'est en Angleterre, et ils se sont un peu exportés. Parce que c'était des poids lourds, et alors eux aussi on les vendait beaucoup un peu comme des Ivan Drago, quoi. Et on voit même que Vladimir il participe à Ocean Eleven. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où il y a Lennox Lewis qui est contre Vladimir Klitschko dans un combat fictif dans le film. Donc ils commençaient à vendre leur image et ils commençaient à faire pas mal de combats aux États-Unis. Si vous regardez la période des années 2000, ils étaient beaucoup aux États-Unis, les Klitschko, et ça marchait parce qu'à cette époque, c'était quand même des gars, des grands gaillards, des grands bonhommes qui mettaient des KO, qui avaient une boxe même assez offensive. Et même Vladimir, regardez-le à cette époque-là, c'était très différent. Et celui qui avait d'ailleurs été le plus loin, c'était Vitali, quand il a fait son combat contre Lewis, justement à Los Angeles, où il a fait un très gros combat. Là, ils avaient commencé à devenir vraiment célèbres aux États-Unis. Sauf qu'en fait, tout va tomber plus ou moins pour eux au milieu des années 2000. Alors, quand je dis tomber, vous allez voir, je ne veux pas dire en termes de prestige, parce que c'est là où, au contraire, ça va commencer leur apogée. Mais leur histoire d'amour, en fait, avec les États-Unis, c'est-à-dire que déjà Vitali se retire en 2004, juste après avoir conquis le titre mondial. Il décide de se consacrer à la politique en Ukraine. Vladimir, lui, avait subi des grosses défaites par KO à cette époque-là.
Donc il avait beaucoup perdu en crédibilité et en fait il est remis en selle à l'époque par Emmanuel Stewart qui avait déjà remis en selle d'ailleurs Lennox Lewis dans les années 90. Et Stewart justement en fait va voir que Vladimir, son plus gros défaut, comme on le sait, c'est son menton. Et il va tout faire en fait pour lui faire adapter une boxe très défensive où en fait il casse le rythme de la boxe de l'adversaire, il va y apprendre un peu toutes les ficelles, tous les vices. Et c'est là que va commencer à naître en fait le Vladimir Klitschko qu'on a connu où souvent c'était des combats dans lesquels faut le dire, on s'est souvent fait chier quand même. Et à partir de là, en fait, il n'y avait que lui qui était le représentant, Vladimir, puisque Vitali était à la retraite. Et ça va commencer vraiment à pas plaire aux Américains, cette boxe-là. Vitali, d'ailleurs, quand il fait son retour, son combat en 2007 ou 2008 contre Samuel Peters pour prendre la ceinture WBC, on voit qu'en fait il le fait en Allemagne. Donc ça aussi je pense que c'était peut-être sa zone de confort parce qu'il faisait un retour après pas mal d'années d'inactivité, il voulait mettre toutes les chances de son côté, il savait qu'en Amérique à la limite le terrain était peut-être plus favorable à Samuel Peters, mais parce qu'il savait aussi que le combat ils auraient du mal à le vendre aux États-Unis. Et lui il l'a très vite compris au final, Vitali Klitschko. Vladimir il a quand même persévéré aux États-Unis. Et en fait, ce qui a définitivement enterré le truc, je crois que ça a été en 2008, parce que dans ces années 2000, on voit que justement, ça rejoint un petit peu le débat. Il y a de plus en plus de boxeurs de pays de l'Est qui émergent chez les lourds. On a Siara Ilyakovic, le Biélorusse, qui a été champion WBO, je crois. Il y avait Oleg Maskaev, il y avait Nikolai Valuev, rappelez-vous, là, le géant russe, on va peut-être en reparler un petit peu après. Le colosse là, de 2m13, 150 kg qui était champion à la WBA. On avait aussi Sultan Ibragimov qui était talentueux, qui était invaincu. Et en fait, ils ont voulu nous vendre ce combat entre deux boxeurs d'Europe de l'Est, donc qui était censé un peu sceller cette nouvelle génération qui venait de ces pays slaves. Et c'était un combat d'unification entre Vladimir Klitschko et Ibragimov et qui avait lieu justement au Madison Square Garden à New York. Donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'on avait l'intention de faire un gros événement là. Et d'ailleurs à l'époque, on avait vendu ça comme le nouveau Ali Frazier. On a dit, voilà, c'est le Ali Frazier de la nouvelle génération. Deux boxeurs au sommet, unification, et vous allez voir, ça va être un combat fabuleux. C'est au Madison Square Garden comme Ali Frazier, ça va être fabuleux. Et ce combat, ça reste dans les annales comme une des plus grosses purges pugilistiques qu'on ait vu, quoi. Il se passe rien, voilà, vraiment un combat déplorable. Et ça, je pense, ça a vraiment fini d'enterrer un peu les Klitschko des États-Unis. Et plus que, en fait, je pense, la boxe en provenance d'Europe de l'Est. Je crois que c'est là que vraiment ça a fait beaucoup de mal au final, des combats comme ça. Et les Américains sont totalement désintéressés de ces boxeurs. D'ailleurs, même la catégorie poids lourd en a énormément pâti pendant des années. Et ça se vendait plus, quoi. Ça se vendait pas. Et d'ailleurs, on voit que même Valuev, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était impressionnant. Alors, c'était pas pareil, ces combats, franchement, c'était pas fou, mais bon, c'était le gars cogné. Tu le voyais, c'était quand même impressionnant. C'était un phénomène physique. Mais ça se vendait pas. Regardez, même le combat qu'il fait contre Holyfield, il le fait en Suisse. Alors qu'Holyfield, c'est quand même une légende de la boxe. Mais aux États-Unis, on trouve rien. On trouve personne en fait pour acheter ce combat. Ça se vend pas. Donc c'est là que vraiment ça s'est brisé. Et d'ailleurs, les Klitschko, ils vont le voir. Et après tout leur combat, ça sera en Allemagne. Alors des fois, de temps en temps, ils vont faire en Russie. Je crois qu'ils sont revenus en Ukraine pour quelques combats. Il y a eu un peu la Suisse aussi. Mais tout s'est toujours fait en Europe et essentiellement en Allemagne parce qu'il n'y avait que là qu'on pouvait les vendre. Et du coup, en fait, tous les boxeurs un peu d'Europe de l'Est qui arrivaient, à ce moment-là, ils allaient boxer en Europe en fait en sous-carte des Klitschko. C'est-à-dire que ça a ramené, en fait, ça a concentré le phénomène en Europe et ça aurait en soi pu être pas trop mal. Et on va voir que ça n'a pas que des retombées négatives parce que oui, aux États-Unis, ça n'a pas marché, mais d'un côté, ça crée un marché en Europe. Et moi je me souviens que franchement les Klitschko dans les années 2010, moi je me souviens que j'en parlais avec des gens qui suivaient pas la boxe, qui connaissaient les Klitschko. Ils étaient connus. Alors qu'à cette époque-là, je parle bien à cette époque-là et pas après, ils connaissaient pas forcément Mayweather et Pacquiao qui étaient les têtes de liste.
On les a connus après parce que quand il y a eu le gros combat en 2015, ça a fait énormément parler, mais à la base, les gens ne les connaissaient pas. Et du coup, on avait créé un peu un nouveau marché quand même, mine de rien, en Europe, même si c'était loin des chiffres que peuvent faire les Américains. On arrivait à faire des choses avec les Klitschko. Je vous rappelle quand même que le combat entre Vladimir Klitschko et David Haye, ça se fait à l'Imtech Arena. Ils remplissent un stade qui doit faire, je sais pas, peut-être 60 000 personnes. C'était un gros événement. Donc c'était quand même pas rien, même si le combat a été nul au final, comme souvent avec Klitschko. Il y avait un marché. Il y avait un marché. Et bon, ils retourneront jamais. En fait, Klitschko s'il retournera une fois aux États-Unis au Madison Square Garden, c'était en 2015 justement, parce que je pense que peut-être il avait en tête à cette époque d'essayer d'aller unifier le titre. La seule ceinture qui lui manquait, c'était Deontay Wilder. Peut-être qu'il avait vraiment l'idée de faire ce combat. Et quand il a dit, bon, d'abord, il faut que tu fasses les commandeurs, tu lui dire, fais un combat aux États-Unis pour te faire vendre. Et il avait organisé le combat contre Brian Jennings à New York. Et ça, malgré toute la promotion qu'ils ont essayé de faire, la mousse n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que bon, ben, c'était Klitschko. Les Américains, ils avaient longtemps oublié la catégorie des poids lourds en plus parce que ben, les Klitschko l'avaient enlevé quelque part. Et alors en plus, ça a été très mal joué. Alors même si peut-être à la base, justement, l'idée c'était de profiter de l'événement parce qu'on avait juste le week-end d'après Mayweather-Pacquiao. Alors je sais pas s'ils avaient calé le combat de Klitschko en se disant, comme on va parler boxe dans cette période, c'est l'occasion en fait de profiter un petit peu de toute l'effervescence autour de la boxe pour pouvoir faire ce combat. Mais en fait, ça les a juste éclipsés, quoi. Personne ne parlait de ce combat. Tout le monde était sur Mayweather-Pacquiao, pas sur Klitschko-Jennings. Donc voilà. Et après, ben ouais, en Angleterre, sinon Klitschko, au final, c'est contre Joshua qu'il a enfin obtenu son gros combat qu'il voulait lucratif, quoi. Combat qu'il a perdu, mais où il a été par contre spectaculaire. Mais voilà, en fait, les Klitschko ont créé un peu un marché parallèle qui était en Europe. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tous les boxeurs de l'Est qui avaient boxé en Europe n'avaient pas su créer ce marché. Même Dariusz Michalczewski, dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'avait pas réussi à faire ça. On a eu d'autres boxeurs d'ailleurs dans ces périodes, notamment dans les années 2000, il y avait un Kazakh, la Vassili Girov, qui était pas mal chez les lourds légers. Il a un peu réussi lui à faire des combats, il a combattu quand même aux États-Unis sans jamais trop percer, mais alors c'est marrant, c'est peut-être les Kazakhs qui ils réussissent mieux aux États-Unis que les autres, on va en reparler. Mais lui, ouais, c'était bon, ça n'a jamais été une superstar, ça s'est jamais hyper bien vendu. Mais il a réussi à faire quelques gros combats, quelques grosses affiches, notamment ben, la plus célèbre contre James Toney. Mais après, ouais, un bon boxeur, il y avait Tomasz Satamek aussi, boxeur polonais, très grand boxeur polonais, qui a été champion, si je dis pas de bêtises, dans deux KT, ouais, des mi-lourds, lourds légers. Il avait tenté l'expérience chez les lourds. Mais bon, lui, il a fait quelques combats, je crois, aux États-Unis, mais ouais, il a rapidement été cantonné aux pays d'Europe aussi après, ben, surtout sa seconde moitié chez les lourds. Et bon, il a jamais fait de grosses percées à mec, même si il y a une période où il était quand même un petit peu connu, un petit peu populaire, hein, quand même, mais ça a jamais trop marché. Chez les lourds, on en a eu d'autres, hein. On avait Povetkin, enfin, qui est toujours là d'ailleurs. Mais lui, bon, ben, c'est pareil, ça, beaucoup en Allemagne, beaucoup en Russie, boxé beaucoup en Russie, Povetkin. Et il a jamais fait de percée aux États-Unis. D'ailleurs, je me demande, Povetkin, je crois pas qu'il ait fait un seul combat aux États-Unis, hein. Donc, bon, ben, lui aussi, alors que la sauce aurait pu prendre, hein, parce qu'à un moment, il était invaincu, c'était un gros cogneur et on le voyait vraiment comme le gars qui allait détrôner Klitschko. Mais non, et d'ailleurs, leur combat bon, se fait en Russie. Et bon, pareil, c'est un combat qu'on retiendra pas, hein. Enfin, ou surtout pour le vice de Klitschko. Alors, par contre, là, ouais, pour le coup, voilà, comme je vous disais, il y avait un marché. Ils ont quand même rempli l'Olympiski. Et il y avait une certaine effervescence autour de ce combat. Mais ça n'a pas franchi les limites de l'Europe, quoi. Au final, en Amérique, je crois que celui qui a été vraiment le meilleur ambassadeur pour les boxeurs de l'Est, c'est un boxeur d'ailleurs que vous aimez beaucoup sur la chaîne et je vous comprends, c'est Triple G, hein, Gennady Golovkin. Parce que lui aussi, bon, alors il a commencé en Allemagne, mais assez rapidement il est passé aux États-Unis, notamment qu'elle est devenue championne du monde. Très rapidement il est allé boxer aux États-Unis. Il avait été pris en main par Abel Sanchez, très grand entraîneur américain d'origine mexicaine.
Et ça, ouais, ça a bien marché, Golovkin. Ça a bien marché parce que lui, il avait le style, ben justement, c'était pas cette boxe d'ordinateur, comme on dit, des pays de l'Est. Lui, c'était vraiment Golovkin, même si c'était très calculateur au final. Il y avait le punch et les gens le regardaient, ils étaient impressionnés par sa puissance, Golovkin. Et, euh, et ça a marché, ça a marché. Il y a eu quelques belles affiches. Mais au final, en fait, jusqu'à Canelo en 2016, en fait, Golovkin, oui, il perçait quand même aux États-Unis, il se faisait connaître. Le Madison Square Garden, il le remplissait, mais c'était pas une superstar non plus. Ça peut paraître bizarre hein, parce que beaucoup le connaissent depuis longtemps, mais on le connaissait bien plus par exemple en France qu'aux États-Unis. Hein. Parce que nous, il avait notamment boxé à Monaco, la principauté à côté, donc on avait pu déjà un peu mieux le connaître. Mais aux États-Unis, c'était pas une superstar. Et je crois que d'ailleurs, c'est en 2014 quand on commence déjà à vraiment à parler d'un combat entre Canelo et Golovkin, qu'ils interrogent, il me semble, Manny Pacquiao là-dessus. Et je crois que Pacquiao, je sais pas si ça peut se retrouver cette interview où il dit, je crois, mais excusez-moi, je sais pas qui c'est quoi. Il le connaît pas. Il n'était pas hyper connu quoi, Golovkin. Et bon, il s'est fait effectivement sa route parce que à coup de punch, avec tout ce qu'il mettait comme KO, il était impressionnant, mais il n'avait pas les gros adversaires. En fait, c'est vraiment avec Canelo que ça a explosé quand même la popularité de Golovkin, sans devenir non plus extrême. Hein, Golovkin, oui, il est connu, mais c'est pas, par exemple, oui, à titre de comparaison, vous prenez par rapport à Canelo, c'est pas la même superstar. Pourquoi? Parce que je pense toujours pareil, il y a un problème de mentalité. Il correspond pas vraiment au canon américain. Ces boxeurs de pays de l'Est, au final, il est beaucoup plus apprécié en Europe, Golovkin, qu'il ne l'est aux États-Unis. Hein, même si, une fois encore, il a gagné pas mal de galons aux États-Unis avec ses combats contre Canelo. Et bon, lui, pour le coup, oui, c'est celui qui aurait fait la meilleure ouverture, qui aurait le mieux réalisé le rêve américain pour un boxeur issu d'Europe de l'Est. Mais c'est vrai que, bon, ça n'a jamais. En fait, en termes de chiffres, si vous regardez, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il aurait été américain, Golovkin, qu'il aurait fait la même carrière, il aurait ramassé beaucoup plus de millions que ce qu'il en a amassé là, hein, clairement. Et pourtant, bon, il pratiquait bien l'anglais, hein, mais ça, ça n'a pas vraiment percé. Mais au final, il a quand même annoncé toute une génération de boxeurs qui sont allés en Amérique pendant cette période-là. Moi, je me souviens, alors, chez les Russes, on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce boxeur, Dmitri Pirog, qui est alors notamment célèbre parce que c'est lui qui a fait tomber pour la première fois Daniel Jacobs et un gros KO. Il s'est retiré invaincu en 20 combats de boxeur. Il était vraiment bon, Pirog, chez les poids moyens. Bon, lui, pour le coup, il a boxé aux États-Unis, mais il a pas percé du tout. Comme Golovkin, déjà, il s'est arrêté un peu tôt. On a eu un boxeur qui à un moment, s'est pas mal démerdé aussi de Russie. C'était Ruslan Provodnikov, qui lui a fait quelques grosses affiches américaines, et notamment, on se souvient, son combat contre Timothy Bradley, comme en année 2013, un combat exceptionnel. Et Provodnikov, qui lui, voilà, on a un autre exemple, il s'est pas mal vendu parce qu'au final, il n'avait pas tant le style du boxeur d'un pays de l'Est. Il avait plus un style de Mexicain que d'un boxeur originaire d'Europe de l'Est. Donc ça a bien marché parce que voilà, c'était un bagarreur, il y allait. Puis il a réussi à faire, ouais, à avoir le bon promoteur, c'était chez Bob Arum, et du coup à faire des grosses affiches. Mais après, voilà, on en a eu pas mal de boxeurs russes qui étaient efficaces. Alors on a eu Denis Lebedev chez les lourds légers, mais qui lui est resté pas mal cantonné aussi à l'Europe de l'Est. Hein. Il a jamais trop percé, mais c'était un très bon boxeur et pourtant Lebedev. Alors un qu'on a eu quand même, c'était Sergei Kovalev. Kovalev chez les Russes, il a été, il a été populaire, mais c'est toujours pareil. Si vous regardez, ça a beaucoup marché Kovalev au Canada. La grande majorité de ses gros combats ont lieu au Canada. C'est après qu'il a commencé à s'ouvrir aux Américains, mais même son combat contre Andre Ward, qui était un duel au sommet en 2016 entre deux boxeurs invaincus, qu'on considérait comme les deux meilleurs, même livre pour livre, euh, ils n'ont pas eu des si grosses retombées financières que ça. Hein. C'était un événement pay-per-view à Las Vegas, à la T-Mobile Arena. Et je crois qu'ils avaient dévoilé les chiffres de pay-per-view. Ils étaient à quoi, 500 000 ventes, un truc comme ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est-à-dire qu'au final, ça. Vous voyez, c'est ça. C'est même un gars comme Kovalev qui était un gros cogneur.
et qui avait un style détonnant, mais ça perçait pas. Et même, je dirais que Kovalev, c'était celui qui avait le plus la mentalité peut-être américaine dans sa façon de faire, dans ses déclarations à la télé ou sur les réseaux sociaux. C'était le plus américanisé, je trouve. Et pourtant, il n'a pas forcément su euh, combler et devenir une superstar. Et donc voilà, et même d'ailleurs, j'aimerais bien voir, ils n'ont pas dévoilé, je crois, DAZN les chiffres de son combat avec Canelo Alvarez. Je suis pas sûr que ce soit faramineux, honnêtement. Je pense qu'ils ont fait des beaux chiffres, mais je pense pas que ce soit forcément les gros trucs qu'ils espéraient, quoi. C'est surtout, bon, en plus, surtout que là, je pense que c'est Canelo qui ramène le monde plus que Kovalev, quoi. On est d'accord là-dessus, hein. Mais bon, voilà, ça a été des boxeurs russes. Alors, il y en a eu des percées. On a évidemment actuellement chez les minors Bivol, mais pareil, alors bon, lui il se vend pas trop parce qu'il a un style qui est pas trop vendeur, il faut être honnête. Mais un autre gars qu'on a, c'est Beterbiev, Arthur Beterbiev, qui est monstrueux, le Dagestanais. Et puis c'est un peu ce que les Américains ils pourraient aimer, quoi. Un gars qui a que des victoires par KO, mais vous voyez, il se vend pas. Et regardez son combat. On va reparler après de son combat contre Gvozdyk parce que ça ira mieux avec la conclusion que je vais vous faire. Mais c'est un gars qui lui aussi, comme Kovalev, a beaucoup marché au Canada. Mais aux États-Unis, c'est pas vendeur parce que aucune communication sur les réseaux sociaux quasiment. Mais c'est pas dans sa mentalité, quoi. Ça correspond pas à ce que recherchent les Américains. Et bizarrement, voilà, il marcherait mieux dans les pays de l'Est. Et moi, un autre exemple que je voulais vous donner de cette génération de boxeurs russes, un boxeur moi que j'ai beaucoup apprécié, alors c'est dommage parce que je crois pas qu'on va le revoir sur un ring, c'est Mourad Gassiev chez les lourds légers. Il était vraiment impressionnant ce boxeur, hein. En plus assez jeune, allez voir, hein, si vous l'avez pas vu. Mais pendant la super série mondiale, il s'est pas mal illustré. Alors même avant qu'il avait battu les BDF, mais alors moi surtout ce qu'il a fait contre Junior Dorticos en 2018, franchement c'est un monstre, un Gassiev. C'était un peu formé par Abel Sanchez et un peu une sorte de Golovkin. Alors pas tout à fait le même style, mais c'est un destructeur, quoi, le mec, hein. Un gros solide destructeur, et il y a que Usyk qui a réussi à le vaincre, hein. Et lui, très très beau boxeur, enfin très gros beau cogneur aussi, le boxeur d'Ossétie. Mais apparemment, je crois que là, ils ont l'air de dire que il a eu pas mal de blessures et que ça risque en fait, de mettre un terme à sa carrière. C'est dommage parce que lui, il visait d'aller chez les lourds. Je sais pas s'il aurait vraiment réussi, mais j'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir ça. Et lui, pour le coup, c'est pour ça que je voulais parler de lui. Regardez les combats qu'il faisait en Russie. Ça vendait pas mal parce que bon, il était à la maison, mais en Europe, quoi, ils avaient essayé justement de le vendre aux États-Unis pour le quart de finale de la Super Série mondiale, dans une grande arène en plus, mais la mousse a pas pris au final. Et ils se sont rapatriés sur la Russie, et son combat contre Russie, honnêtement, c'était un gros événement, hein. C'était un très très gros événement, hein. Là encore, j'aimerais bien voir les chiffres parce que je pense que franchement, ils ont fait pas mal. Ils ont fait pas mal. Et évidemment, voilà, quoi, ça incite tout ça. Enfin, on le voit dans ces années 2010 de plus en plus, mais ça c'est dû à l'ère Klitschko. On a eu ces boxeurs qui ont émergé des pays de l'Est, et on n'a pas eu que les Russes, hein. On voit que même dans des pays comme la Lettonie, moi je vois actuellement un Meris Breidis, champion chez les lourds légers. Franchement, lui il est impressionnant, hein, moi je trouve, hein. Il a 34 ans déjà, le mec, mais allez voir ce qu'il fait sur un ring, franchement impressionnant. Mais d'ailleurs, ils ont très bien compris, lui aussi, il le canalise, il boxe uniquement dans son pays, en Lettonie, à Riga. Et je suis sûr qu'il se vend. Alors, on pourrait dire, oui, il fait pas des gros chiffres, sûrement, mais vous le feriez pas vendre aux États-Unis, ce boxeur. Donc, la stratégie de le mettre là-bas, de faire des gros événements en Lettonie, et que ça même contribue à instaurer la culture boxe dans ce pays, franchement, je trouve que c'est la bonne stratégie. Et toute la super série mondiale qu'il y a eu et qui continue d'ailleurs en Lettonie, ça contribue, franchement, je vous dis, à faire vendre des billets là-bas, hein. Son combat contre Usyk, d'ailleurs, ça a été le mec qui a le plus mis en difficulté Usyk, Bredis. Ça avait bien vendu là-bas, ça avait bien vendu. Et puis, on a eu évidemment, impossible de ne pas en parler, cette génération justement de boxeurs ukrainiens qui étaient dans le sillage des Klitschko. On avait déjà eu quand même Victor Postol. Il n'est pas très connu, ce boxeur, et très bon boxeur, et pourtant
qui était invaincu pendant un moment, champion chez les super légers. Il avait notamment affronté Terence Crawford, l'américain. Il avait perdu, ça a été sa première défaite. Et ouais, non, bon boxeur, bon, qui a boxé aux États-Unis mais qui s'est pas vraiment vendu. Dans la même catégorie, un peu dans le même sillage, on a Derevianchenko actuellement, qui est très bon, hein, franchement. Il nous l'a prouvé à ses combats contre Jacobs ou Golovkin. C'est un très bon boxeur, mais pareil, lui, pas du tout vendeur. Hein. Pas du tout vendeur parce que, toujours pareil, je pense que c'est un gars qui n'a pas le sens de la com. Et il l'aura jamais, à mon avis. Et bon, il boxe aux États-Unis, mais ça, il percera jamais. Ce gars, enfin, je veux dire, médiatiquement, il percera jamais. Même s'il devient champion, il n'arrivera pas à faire une percée, quoi. Ça me paraît clair. Mais bon, bien sûr, la génération d'Ukrainiens dont je voulais parler, à laquelle vous pensez tous, alors je les ai mis un peu à part parce que c'est vraiment quelque chose, un phénomène qui s'est produit suite au JO 2012. Ben oui, c'est toute cette génération qui est derrière Papachenko, on va dire, hein, le père de Lomachenko. Ben, évidemment son fils, Vasil Lomachenko. Alexander Usyk, l'ami d'enfance de Loma qui est chez les lourds maintenant. Et on a un peu dans ce sillage, bon, un petit peu peut-être à part Gvozdyk aussi. Mais eux, alors pour le coup, eux ont vraiment fait un coup énorme pour la boxe des pays d'Europe de l'Est. Parce que ce qui s'est passé vraiment avec Lomachenko, c'est que il a apporté un renouveau à la boxe. Comme l'a dit Bob Arum et son promoteur, et Bob Arum c'est quand même un mec, on rappelle, qui a travaillé avec les plus grands, avec Mohamed Ali, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, enfin, pour ne citer que ceux-là, hein, de la OIA, mais enfin tous les grands, il les a eus, hein, tous les gros événements qu'il a organisés. Et Arum lui-même, il disait, Lomachenko, il fait vraiment des choses que ne faisait pas Sugar Ray Leonard ou d'autres boxeurs. Il y a quelque chose de nouveau dans sa boxe, et ça c'est Anatoly Lomachenko qui est un véritable génie, qui a insufflé ça à son fils et à Usyk aussi, et c'est cette nouvelle boxe et qui a permis d'arriver au sommet parce que Lomachenko, on le rappelle, hein, record champion du monde au bout de seulement 3 combats. Et à mon avis, il aurait pu le devenir au premier. Vous savez que quand il est sorti des rangs amateurs, Lomachenko, qu'il a conclu avec Bob Arum, il a dit que dès son premier combat, il voulait disputer un titre mondial. Et on y a dit, bon, écoute, ça marche pas comme ça. Il faut d'abord que tu fasses un combat et après tu auras ton titre mondial. Alors lui, il a choisi directement, Lomachenko, pour le coup, il a choisi les États-Unis. Ça a été le rêve américain. Il a dit direct, je vais boxer aux États-Unis. Et il a obtenu la chance qu'au deuxième combat, où il aurait dû être champion, je pense, pour moi, ce combat, franchement, c'est une des plus grosses arnaques de l'histoire de la boxe. Hein. Ils ont tout fait, Lomachenko, là, pour le coup. Salido qui arrive en surpoids, les coups bas, l'arbitre, les juges, enfin, vraiment la totale. Voilà, je crois qu'on y a dit, faut que tu comprennes qu'on ne devient pas champion aussi rapidement. Bon, il est devenu au troisième combat contre Gary Russell Jr. Mais oui, Lomachenko, ben, lui, c'est le phénomène qui fait beaucoup parler, mais pour le coup, c'est toujours pareil, lui, malgré toutes ses performances sur le ring et le fait qu'on en parle, pour beaucoup encore aujourd'hui, c'est le meilleur, toutes catégories confondues, livre pour livre. C'est pas en fait, tant que c'est une superstar, Lomachenko. Si vous regardez, aux États-Unis, il n'a pas fait de gros événements. Même son combat, la belle affiche qu'il avait pu avoir contre Rigondeaux ou contre Walters, c'était dans l'annexe du Madison Square Garden. C'est même pas la grande salle du Madison Square Garden, c'est l'annexe. C'est pas vendeur. Alors il n'est pas dans des catégories aussi les plus rentables. Mais bon, il se met à faire des événements. Il a déjà fait le grand Madison Square Garden. Il a fait aussi le Staples Center. Mais je veux dire, il y a Bob Arum, malgré tous les moyens qu'il met en œuvre, il n'arrive pas encore à le vendre comme il voudrait. Parce que même Lomachenko, même moi quand j'en parle, je vois que c'est surtout les puristes qui l'apprécient. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement dans la boxe que c'est phénoménal. Mais je crois qu'en fait, c'est un peu comme, tu vois, le gars qui s'intéresse de près à l'art et il va aller voir des trucs que toi, même dans le cinéma, il y a des films d'auteur que certains ne vont pas comprendre parce qu'ils sont pas assez passionnés par le truc pour le comprendre. Lomachenko, c'est un peu ça, c'est vraiment l'artiste. Et si tu veux, tu peux pas. Enfin, il faut vraiment avoir une certaine sensibilité à la boxe, je pense, pour apprécier ce qu'il fait Lomachenko.
Et je sais pas, en fait, on voit qu'ils essaient de le vendre désespérément. Alors, je dis pas qu'il se vend pas, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est quand même une tête d'affiche, Lomachenko. Comme Golovkin, c'est pas que c'est pas une star, c'est une star, mais c'est pas une superstar, si vous voulez. Un mec comme ça, une fois encore, quand tu vois le potentiel, tu te dis, mais on pourrait en faire comme Pacquiao a été un peu à l'époque. Mais il y a toujours un certain blocage, on n'arrive pas encore vraiment à percer à fond avec lui. Alors, est-ce que 2020, on prévoit des grosses affiches là pour Lomachenko, hein, vous avez vu, je sais pas, moi, au moment où je fais de ce podcast, peut-être que, qui sait, ça sera déjà conclu. On parle beaucoup d'un combat contre Teofimo Lopez pour une unification, ça serait vraiment énorme. Gervonta Davis, peut-être, même si ça va être beaucoup plus difficile à conclure, mais c'est vrai que pour l'instant, on attend encore d'avoir le gros événement. D'ailleurs, Lomachenko, lui, il l'a dit, il veut gagner de l'argent. Et je pense qu'il veut vraiment faire une grosse carrière. Il veut les gros combats, il veut les gros noms. Mais pour l'instant, c'est pas mieux. Alors peut-être ça va arriver, peut-être que ça va vraiment en faire une superstar. Mais pour l'instant, on voit que même lui, eh bien, il a encore du mal un peu à faire la percée. Et l'autre parcours qu'on a justement à côté, dont on parlait, c'est Usyk. Et Usyk, lui, si vous regardez, il n'a pas fait comme Lomachenko. C'est marrant parce qu'ils ont un peu le même style, alors à des poids différents. Mais lui, il a choisi un tout autre type de carrière. Lui, il n'est pas allé aux États-Unis, il est parti même dans son pays, en Ukraine, ses premiers combats. Et il a vraiment boxé beaucoup en Europe. Alors, il a fait quelques combats aux États-Unis après, qui n'ont pas été forcément vendeurs. Il a combattu en Allemagne. Et puis la super série mondiale, on l'a vu, c'est surtout dans les pays de l'Est qu'il a combattu à Riga, en Lettonie, à l'Olympiski, à Moscou, en Russie contre Gassiev. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'apprécie chez Usyk, c'est que c'est un gars qui ne reste pas dans une zone de confort, hein. Il va vraiment défier les mecs dans leur pays, ça c'est assez impressionnant. Mais parce qu'aussi, je pense qu'il n'est pas en position de jouer les superstars, parce que malgré son talent Usyk, lui, c'est pas une superstar du tout, hein, non plus, hein. Je pense que vous allez en Amérique, vous parlez de lui, même aux fans de boxe, il y en a très peu qui le connaissent, je pense. Enfin, aux fans, pas aux fans, mais aux amateurs de boxe, les gars qui l'a suivi un peu comme ça, je pense pas qu'ils connaissent Alexander Usyk. Et alors que, par contre, nous en Europe, il s'est fait connaître. Même le combat contre Tony Bellew en Angleterre, hein. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait signer avec Eddie Hearn. Et je pense que d'ailleurs, lui, on va plus chercher à faire avec lui une carrière peut-être en Angleterre maintenant qu'il est avec Hearn. Ce qui s'annonce pour la suite. Alors là, pareil, au moment où je fais le podcast, je sais pas ce qui va se conclure, mais si on a alors soit un combat contre Joshua, soit Joshua abandonnera sa WBO et on risque d'avoir Parker Usyk, et à mon avis, ça pourrait se faire en Angleterre, ou alors l'autre configuration qu'on va voir, c'est peut-être l'Arabie Saoudite, qu'ils ont pris pour terrain pour Ruiz Joshua 2. Et c'est vrai que, attention, apparemment, les Saoudiens, ça serait pas que le coup qu'un coup là qu'ils ont voulu faire ça, que pour un gros combat. Il y aurait vraiment un marché qui se développerait là-bas pour un peu concurrencer Vegas. Et ça, par contre, alors ça peut être une grosse opportunité pour ces mecs, ces boxeurs des pays de l'Est. Ça peut être des grosses opportunités. Et donc, ouais, à suivre tout ça. Mais ça, on va reparler après un petit peu de l'évolution du marché qui peuvent amener ces boxeurs des pays de l'Est. Et justement, on peut voir que par rapport à ça, on a eu quelques gros combats, quelques grosses affiches où il y avait vraiment deux boxeurs originaires d'Europe de l'Est. En octobre, il y avait Golovkin contre Derevyanchenko, qui est quand même au Madison Square Garden. Mais le plus intéressant, ça a été quand même pour nous, les puristes de la boxe, Gvozdyk Beterbiev, où là, tu avais deux champions du monde invaincus, opposition de style, opposition de personnalité, même, je dirais. Il y avait tout pour faire un gros combat. Et d'ailleurs, nous, les fans de boxe, ce combat, on l'entendait de pied ferme parce que c'était un peu une des plus grosses affiches de l'année, honnêtement. Pourtant, je ne sais pas si vous avez eu le résultat, quoi. Philadelphie, une petite salle, je crois qu'ils ont à peine fait 3500 spectateurs. En termes de recettes, je ne pensais rien du tout. Et Bob Arum l'a dit qu'il était très déçu. Pourtant, une affiche comme ça, vous dites ça devrait marcher. Mais une fois encore, le marché américain ne semble pas vraiment prêt pour ce. Enfin, ne semble pas vraiment prêt. Peut-être qu'il ne le sera jamais en fait. Il ne correspond pas tellement à ce type de boxeur. Et je voulais revenir sur ce combat parce que juste après ça, Bob Arum l'a avoué qu'ils n'avaient pas fait des chiffres énormes et que peut-être ils pensaient éventuellement maintenant. Aller plus faire des réunions en Europe. Et ça peut être intéressant parce que c'est là où on voit en fait, où on arrive un petit peu au cœur de ce sujet. C'est pour ça que je voulais l'aborder, c'est que cette émergence des boxeurs de l'Est qui pendant des années
pour beaucoup ont cherché pour la plupart en fait à faire le rêve américain, c'est-à-dire à aller en Amérique pour gagner des millions, et bien peut-être qu'en fait, au contraire, il y en a d'autres ils ont créé en fait un nouveau marché ailleurs dans le monde. Et au final, ça décentralise un petit peu la boxe. Enfin, jusqu'à présent, la boxe c'était vraiment purement américain. Et là, eh bien, on a enfin des gars qui peuvent amener la boxe plus loin. Alors, il n'y a pas que ça, hein. On peut aussi parler de boxeurs anglais aussi. Il y a toujours eu en Angleterre une certaine culture de la boxe. Ils ont réussi à faire des grosses affiches. Bon, on a Anthony Joshua maintenant qui est le fer de lance, hein. Rappelez-vous l'affiche avec Klitschko. Regardez ce qu'il a fait avec Ruiz en Arabie Saoudite. C'est des gros chiffres. Donc de plus en plus, on a un marché qui se dégage, mais je pense qu'en Europe de l'Est, ça va exploser. En Russie, même peut-être, je ne serais pas étonné qu'il y ait un gros marché, mais tout ça pour dire qu'en fait, ils ont fait vraiment un gros contrepoids à tout ce qui était boxe américaine. Et je parle par là, que ce soit la boxe aux États-Unis, ou que ce soit au Mexique, ou à Puerto Rico. Ça a toujours été très centralisé sur le continent américain. Et là, peut-être que maintenant, on va commencer à aller plus chercher à vendre ça en Europe. Et à voir, ça peut être intéressant, même si moi je pense aussi que franchement, l'Arabie Saoudite, on va voir, mais ça risque de devenir une destination prisée. Et je pense que pour beaucoup de boxeurs d'Europe de l'Est, peut-être que ça sera vers là qu'on ira. Je pense à ça, vous voyez, rien que l'UFC qui a eu le combat entre Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier, ça s'est fait là-bas et moi je pense qu'on va aller on va aller vraiment vers cette destination et ça pourra avantager, ça permettra un peu de faire un contrepoids et surtout d'avoir un public qui soit plus réceptif, je pense, parce que les Américains au final ne sont peut-être pas assez réceptifs à cette boxe en provenance d'Europe de l'Est. Et donc voilà, c'est ça qui va être intéressant. Et on voit qu'en fait, ça n'arrête pas d'augmenter. Moi, rien que la dernière fois, je regardais la, la sous-carte de. Enfin, vous regardez même toutes les sous-cartes maintenant que fait Gennady Golovkin depuis qu'il est devenu promoteur. Il y a une génération derrière lui, les gars comme Ali Akhmedov ou Israël comment il s'appelle, Machimov, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est des. Enfin, je pense que c'est des futurs. Ça peut être des futurs champions et des futurs gros noms. Mais c'est des gars qui, à mon avis, ne vont jamais vraiment faire des grosses affiches aux États-Unis. C'est des gars, il faut vraiment aller les vendre soit en Europe de l'Est, soit ouais, ailleurs dans le monde. Mais ils peuvent en fait ramener un autre marché. Je pense que maintenant, les promoteurs l'ont pas mal compris. Et si Bob Arum, qui lui, quand même, est depuis un gros moment dans le métier, il commence à te dire on va aller boxer en Europe, on va aller dans d'autres pays avec ces boxeurs des pays de l'Est, c'est qu'il a compris un truc et qu'il va y avoir un marché qui s'ouvre. Et d'ailleurs, je remarque aussi qu'un gars qui prend beaucoup de place maintenant dans la boxe en tant que promoteur, c'est Eddie Hearn, évidemment, le Britannique. Et il a pas mal de boxeurs des pays de l'Est. Il a Bombay Usyk, qui est quand même un gros nom. Il a du coup Golovkin qui est avec lui. Lui peut-être aussi qui, comme il a commencé sa carrière en Europe, peut-être qu'il va nous ramener des gros événements comme ça. Et moi je trouve que ça peut vraiment être pas mal parce que tout est centralisé aux États-Unis depuis des années. Et là, on aurait peut-être un nouveau marché plus mondial et je pense que ça ne peut être que mieux pour la boxe honnêtement. Et vous voyez, regardez ce qu'on reproche par exemple à un Canelo Alvarez aujourd'hui de jamais sortir de son royaume de Las Vegas. Quand tu auras un peu cette opposition entre les États-Unis et l'Europe de l'Est pour faire vraiment des combats, et bien, peut-être qu'on aura plus des marges de négociation. En fait, tout n'ira pas que vers une partie. Je pense qu'on aura justement, on pourra un peu négocier de façon plus nette, plus précise, même si on peut avoir le risque, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, les derniers gros événements qu'ils ont voulu faire, ça n'a pas forcément fait des gros chiffres. Et peut-être qu'ils vont finir par se faire ravir le marché au final, les États-Unis. Ils vont se faire ravir le marché parce que même, rappelez-vous, les combats, justement, Golovkin contre Alvarez, qui étaient censés être des gros trucs. Alors ça a été des gros événements, mais le premier combat, on a vendu 1 300 000
pay-per-view, c'était loin de ce qu'ils attendaient. Alors ils ont mis ça sur le compte à l'époque qu'il y avait eu le combat McGregor-Mayweather qui les avait éclipsés. Mais au final, on a vu qu'un an après, la revanche, là, alors c'était combat revanche, il y avait la tension qui était montée, on avait encore plus envie de le voir. Il n'y avait pas de gros événements pour l'éclipser cette fois. Ils ont fait 1 million de ventes de pay-per-view, donc moins qu'au premier. Donc il y a peut-être un marché qui se tue. Au final, la vache à lait Canelo Alvarez, il rapporte des sous et il va en rapporter encore, mais ça montre peut-être déjà un déclin de la boxe à ce niveau-là. Alors peut-être aussi il y a beaucoup d'événements UFC qui commencent à jouer, ça commence à concurrencer la boxe, c'est vrai, mais moi je pense aussi que peut-être maintenant on a un nouveau public pour la boxe. Et je vous dis, dans ces pays d'Europe de l'Est, il y en a. Et je pense que de plus en plus, on va chercher à aller faire des événements là-bas. Et ça va pouvoir créer des grosses affiches. Et moi, je pense qu'on pourra avoir des grosses affiches, que ce soit en Russie ou ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est très intéressant avec cette émergence des boxeurs des pays de l'Est. Et bon, c'est des gars qui souvent voilà, sont motivés par la boxe parce que souvent on a parlé, regardez, aux États-Unis que la boxe a émergé parce qu'il y avait eu la ghettoisation et beaucoup de mecs des ghettos, que ce soit des Italo-Américains ou des Afro-Américains ou des Latino-Américains, se sont mis là-dedans parce qu'ils vivaient dans certaines conditions difficiles. Voilà, même dans les pays d'Amérique du Sud, les gars qui venaient des favelas ou quoi, c'était très dur. Et en fait, ces gars d'Europe de l'Est, on retrouve aussi des gros phénomènes parce que tous les phénomènes géopolitiques, les guerres civiles qu'il y a eu, regardez rien que l'histoire d'un Gennady Golovkin, à quel point elle est violente. Et en fait, vous comprenez pourquoi ces pays font émerger aussi des gars qui ont la hargne sur le ring et qui se dirigent vers ce sport-là. Alors qu'au contraire, peut-être aux États-Unis, les conditions, même pour les communautés, se sont plus améliorées, alors que là-bas, il y a encore beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que peut-être aussi, de plus en plus, vous allez voir des boxeurs d'Europe de l'Est qui vont prendre le pas sur les Américains. Et quand il y en aura encore plus, parce que je pense que ça ne va pas s'arrêter, et bien forcément ça va ramener tout ce marché, je pense, vers l'Europe de l'Est. Donc vraiment, je pense qu'on est à l'aube d'un changement dans la boxe. Même si je ne dis pas que les États-Unis vont s'écrouler en termes de boxe, mais je crois vraiment qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant, au-delà des grands athlètes, des grands artistes que nous propose l'émergence de ces nations. Il y a vraiment tout un changement dans le système de la boxe, à mon avis, qui fait que ça ne va plus forcément se passer comme ça se passait avant, où quand tu voulais la gloire, quand tu voulais les titres, il te fallait aller aux États-Unis. Là, peut-être que ça va se passer différemment. Et voilà, vous avez l'exemple de Moussik qui a unifié toutes les ceintures chez les lourds légers. Il a fait ça en Russie. Il a battu d'ailleurs un record en étant le mec qui le réussit le plus vite au bout de seulement 15 combats. Il a sans doute pas touché des bourses comme ont pu en toucher Mayweather et Canelo parce que le marché n'est pas encore ouvert là-bas. Mais je pense que vraiment ça va émerger et ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Donc voilà pour ce sujet. Écoutez, j'espère, je remercie ceux qui sont restés jusqu'au bout et j'espère que j'ai réussi à vous captiver, à vous intéresser un peu sur ce thème-là. Donc moi j'attends d'ailleurs vos réflexions sur ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va s'ouvrir dans ces pays de l'Est? Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans le monde de la boxe et qu'il y a un nouveau marché qui va s'ouvrir et qui va un peu contester la suprématie des États-Unis sur le monde de la boxe. J'attends vos avis, j'attends aussi vos avis pour savoir ce que vous pensez de cette nouvelle génération d'Europe de l'Est, parce que c'est pas la même sensibilité que la boxe américaine. Donc voir ce que vous en pensez. Est-ce que peut-être ça vous parle plus en tant qu'Européen justement à voir, moi je suis curieux de lire vos commentaires et une fois encore, je vous le demande, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez du podcast, sur peut-être les choses que vous pensez qu'il faudra améliorer, sur comment le construire une fois encore, si vous pensez qu'il faut qu'il y ait quelques rubriques, si vous avez surtout des idées de thèmes à me soumettre, parce que moi j'ai quelques idées pour les prochains podcasts, mais
Si vous en avez à me proposer, moi je regarderai, il n'y a pas de problème. J'essaierai aussi de lire au mieux vos commentaires et peut-être pourquoi pas ça aussi à vous de me dire si vous voulez qu'on passe, je sais pas moi, 5-10 minutes en début de chaque podcast pour revenir sur les commentaires les plus pertinents. Ça peut être aussi intéressant, donc j'attends vos retours là-dessus. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Dans l'idée, on va faire ce podcast en rythme mensuel, ça serait tous les mois. À vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, j'attends déjà vos retours, de voir si ça vous plaît. Ça, c'est la première chose. Et en fonction, on continuera. Et en fonction de vos commentaires, surtout, on fera évoluer la tournure du podcast. Voilà. Ben, écoutez, merci à tous. Et bon, ben, je vous dis à une prochaine fois. Salut!